Je suis ravie de vous retrouver. Alors, avant qu'on commence les choses sérieuses, sachez que pour toute personne qui est plus à l'aise avec l'anglais, il y a des casques de traduction si vous préférez. Donc, n'hésitez pas à vous manifester auprès de moi ou de mes chers acolytes qui ont le t-shirt vert et on sera ravis de vous fournir les casques de traduction. Donc, sans plus attendre, je vous propose qu'on commence cette première session au sein de la Maison 3.0 autour de la thématique de l'engagement citoyen, pour laquelle nous sommes toutes et tous concernés. D'autant plus si on est présent ici aujourd'hui, je pense que l'engagement, c'est quelque chose autour duquel on se retrouve, notamment auprès de valeurs communes, comme le 3.0 par exemple. Mais après, beaucoup de personnes cherchent encore à s'engager aujourd'hui. Il y a plein de moyens d'action, il y a plein de méthodologies différentes. Donc si vous cherchez à vous engager, vous êtes au bon endroit absolument, parce que vous allez rencontrer aujourd'hui beaucoup de porteurs et porteuses de projets qui cherchent à s'engager, permettent aux gens de s'engager. Et vous allez les rencontrer, pas plus tard que tout de suite. Donc, sans plus attendre, je vais tout de suite passer la parole aux experts qui sont là pour répondre à vos questions après, s'il y en a. Je vous indiquerai les moments où on est un petit peu, on va dire, concentrés. Il y a beaucoup de gens qui s'engagent et qui veulent faire partager leurs initiatives, mais n'hésitez pas à les retrouver de toute façon toute la journée, que ce soit dans la nef sur leur stand ou à aller leur parler après la session. Je me permets de parler en leur nom pour leur dire qu'ils sont disponibles et volontaires pour ces questions. J'espère que ça va. Super. Donc, pour notre premier pitch, nous accueillons David. David, qui est étudiant à Sciences Po et qui a lancé son association Génération Lumière. Il va nous parler de son engagement, aussi en tant qu'ambassadeur du programme Génération Climat. Donc, David, si tu es prêt, c'est pour toi. Je te laisse le micro. Bonjour, Merci à 3.0 pour cette opportunité. Et merci à vous d'être là. Donc, je m'appelle David Maenda Kitoko. Comme elle a dit, je suis étudiant en Master 1. Enfin, je vais en Master 2 à Sciences Po Grenoble en économie sociale. Je suis également réfugié politique en France. Mais je vous rassure, ce n'est pas de ma faute. Je l'ai hérité de mes parents. Et en fait, ayant voyagé beaucoup grâce ou à cause de ces statuts-là, on se pose des questions souvent. Pourquoi changer de pays aussi régulièrement? Pourquoi quitter l'endroit où on a vécu? Et surtout, dans les pays où j'ai vécu, il y a plusieurs façons où les gens s'occupaient de l'environnement. J'ai vécu au Rwanda, par exemple, où ils avaient interdit les sacs plastiques. Et quand j'ai changé de pays, j'ai été en Ouganda où ça n'était pas complet, c'était pas ça forcément. Donc il y a plein de choses qui ont travaillé ma construction. Et puis quand je suis arrivé à Mayotte et la pollution également de mangroves, beaucoup de choses qui me questionnaient. Donc une envie, en tout cas, de m'occuper un peu de la planète, mais sans avoir des outils. Et donc en 2017, j'ai décidé de fonder l'association Génération Lumière. C'est une asso qui travaille sur 2 terrains dans la région des Grands Lacs africains, RDC, Rwanda, Burundi, surtout en RDC, donc une priorité sur la RDC, dans une ville qui connaît des inondations, qui s'appelle Uvira, c'est au sud Kivu, et en France. Parce que je m'étais rendu compte que ma situation de refuge avait un lien, ma situation d'exil avait un lien avec la question climatique. Et d'autant plus quand on vient de la RDC et que c'était lié surtout à l'accès aux minerais, à l'exploitation des minerais et les guerres qui sont causées par là, en fait. Ça n'était pas un hasard, finalement, que je me retrouve dans une situation de refuge, puisqu'on est 4 millions, plus de 4 millions à être déracinés comme ça. Et depuis 98, 99, plus de 6 millions de morts, je n'exagère pas, jusqu'en 2014, parce qu'ils ont arrêté de compter en 2014. Et donc, l'idée pour moi était de créer une association qui créerait un pont et qui pourrait lier la question environnementale et à la question de l'exil, tout en agissant sur l'autre terrain. Les terrains où je n'ai plus droit d'y aller. Et c'est en ce moment-là, après avoir créé l'association, en ayant envie d'aller agir sur le Congo, sur la question des inondations, sur la question des changements climatiques et aux effets locaux du changement climatique,
que j'ai vu l'appel des générations climat qui nous donnait finalement les outils, que ce soit un accompagnement et les moyens financiers pour faire notre projet. Donc à partir de là, on a postulé, on a eu la chance d'être pris à Génération Climat. Et donc, et là, on a mené notre projet. Je vous donne juste quelques chiffres. On a planté plus de 25 000 arbres dans la ville d'Uvira. On a mis des poubelles publiques dans cette ville. Et on a instauré avec les autorités locales une journée qu'on appelle une journée Salongo. C'est une journée coup de propriété où chaque dernier samedi du mois, toute la population de la ville en fait sort pour essayer de faire la propriété dans la ville. C'est une ville qui connaît régulièrement des inondations et en fait qui vit de manière irréversible les dérèglements climatiques. Et à avoir essayé de faire ça, on était bien conscient que ce n'est pas les 25 000 arbres qui allaient changer quelque chose, mais pour nous, comme on s'appelle Génération Lumière, c'était de mettre des projecteurs sur des problématiques qui nous touchent. Comme en France, on fait des conférences où on a des occasions comme celle-ci, on va essayer de conscientiser les gens sur leur consommation des minerais qui causent parfois des guerres et l'extraction cause des dérèglements là-bas. Eh bien, en France, en faisant des conférences, nous essayons de mettre des coups de projecteur sur ce problème-là. Et là-bas, sur des effets, je dirais, locaux, eh bien, on a essayé de travailler sur ces questions-là. Et sur ça, on a été vraiment soutenu par le programme Génération Climat, donc qui nous accompagne jusqu'aujourd'hui. On est devenu acteur relais dans la ville de Lyon et ambassadeur donc du programme Génération Climat. Donc le programme, c'est un programme qui est lancé, qui est soutenu. C'est un programme porté par la Fondation Nicolas Hulot et le Forum. Et voilà, je reste à votre disposition s'il y a des questions. Voilà, n'hésitez pas. Merci. Merci beaucoup David. Et merci pour ce témoignage très inspirant, parfait pour le timing. J'ai oublié de mentionner une des contraintes que nos pitchers avaient, 6 minutes, donc c'est très court comme vous pouvez le voir. Merci pour cet exercice dans lequel tu excelles. Encore une fois, on posera les questions à la fin, mais gardez-les bien en tête pour ne pas oublier ce que vous aviez à poser. On va continuer sur le chemin de l'engagement avec Alejandra, qui est lauréate du programme Génération Climat, avec le projet AgroArt entre ici et là-bas, qui est un programme des initiatives de solidarité Sud-Nord entre la Colombie et la Seine-Saint-Denis. Donc Alejandra, je te laisse le micro, à ton tour. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci pour nous avoir invités dans cet espace. Je m'appelle Alejandra Tobon-Tabarez, je suis colombienne d'origine, dionysienne de cœur depuis 20 ans et membre de l'association Terre, lauréate du programme Génération Climat en 2020. Pour le projet, effectivement, AgroArt entre ici et là-bas, échange agriculturel entre la ville de Medellín et de Saint-Denis. Terre, ça veut dire, c'est l'acronyme de Travailler ensemble, jeunes engagés. C'est une association, ça veut dire aussi tisser en espagnol. C'est une association franco-colombienne qui milite pour la défense des droits humains depuis 2008. Et pour la défense des droits humains en Colombie particulièrement. Et la Colombie, c'est un pays qui cristallise un peu tous les maux de l'Amérique latine, entre accaparement des terres, surexploitation des ressources naturelles, destruction de la biodiversité, multiplication des groupes armés, déplacements forcés, violences faites aux populations. Et ça, c'est un peu le cœur de nos actions au sein de Terre, la construction de la paix et la défense de l'environnement. À titre informatif, un rapport de Global Witness en 2020 a montré que la Colombie est le pays au monde qui recense le plus d'assassinats de défenseurs de l'environnement, avec 64 assassinats sur les 212 assassinats au monde. Parce que oui, il y a des gens dans le monde qui sont assassinés parce qu'ils défendent l'environnement, la vie. C'est nos expériences individuelles et collectives au sein de Terre et aussi la rencontre avec un collectif à Medellín il
il y a 5 ans, qui justement défendaient le territoire qui était ravagé par les violences des groupes armés à Medellín, qui ont récupéré un territoire et qui ont mis en place un potager et qui soutenait à 80% de l'alimentation des habitants. Et c'est aussi nos expériences en tant qu'étudiants et migrants en France, notamment habitants de la Seine-Saint-Denis, qui nous ont fait voir des parallèles entre ces deux villes, entre des frontières invisibles, des violences liées au trafic de drogue, à un certain abandon de l'État, à des violences policières très fortes, mais aussi un engagement, une mobilisation très forte des habitants pour le bien-être de leur quartier, qui nous ont fait justement créer ce lien, donc tisser ce pont entre les deux villes. Et du coup, nous sommes lauréats depuis 2020 du programme Génération Climat, qui nous a permis justement de mettre en place, grâce à une association partenaire qui s'appelle Les Vents de la Récolte, qui sont des jeunes agriculteurs, de mettre en place des formations en agriculture et de renforcer la création d'un collectif d'habitants au sein de la cité Gabriel-Péri à Saint-Denis, et de la création d'un potager de 120 mètres carrés. Nous avons comme objectif de produire 300 kilos de fruits et légumes par an, qui ne va pas nourrir la ville, mais qui est un premier pas, ne serait-ce que de formation des habitants. Nos formations commencent par les bases de l'agriculture, mais aussi la création de plans de culture, parce qu'en fait, c'est ça aussi, on s'est rendu compte, c'est que les projets de potager des habitants n'étaient pas pérennes, parce que justement, ils n'étaient pas formés pour pouvoir continuer les activités de production. Voilà, et du coup là, la deuxième partie du projet va être justement de faire cet échange interculturel entre les habitants de Medellín, une délégation de Medellín et justement les habitants mobilisés à Saint-Denis, pour justement partager cette méthodologie sur les questions de transition écologique, souveraineté alimentaire, qui sont les thématiques qui nous animent. Voilà, et on est convaincu que justement la création et le renforcement de ces ponts entre des populations qui sont habituellement isolées et stigmatisées, qui sont la clé pour la justice sociale et environnementale pour laquelle on lutte toutes et tous. Merci. Merci Alejandra, merci beaucoup. Et bravo pour ce superbe projet. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à prendre et à retenir, en tout cas sur ce que vous menez. Donc merci beaucoup. On va continuer. Je vous invite, si vous voulez vous installer, il y a encore des places dans la Maison 3.0. N'hésitez pas à nous rejoindre. On va continuer avec Ariel qui va nous présenter le projet européen One Planet for All pour le côté Acted et qui va nous en dire un peu plus sur ce que ce projet représente. Ariel, vas-y. Je me lève, ce sera plus dynamique. Donc bonjour à tous et merci donc encore pour cette opportunité de parler. Je vais tenir moins que les 6 minutes standards pour laisser plus de temps à mes collègues ici présentes avec moi. Donc je suis Ariel, je suis responsable de projet chez Acted et je voudrais juste vous présenter un petit peu le contexte du projet One Planet for All qui est donc centré sur la mobilisation des jeunes sur les questions climat. Et donc ensuite, je laisserai la parole à 2 jeunes participantes du projet qui vont parler plus de leur engagement à elles. Voilà, on va juste garder ça un petit peu plus sur le contexte pour ma partie. Alors peut-être brièvement, pour ceux qui ne connaîtraient pas forcément Acted, nous sommes une ONG humanitaire française qui a été fondée en 1993, qui est présente dans 38 pays et qui l'an dernier a aidé plus de 20 millions de personnes à travers le monde. Et donc, comme pour Convergence, on partage la même vision d'un monde 3.0, donc zéro exclusion, zéro carbone, zéro pauvreté. Donc, je vais faire un petit peu le lien avec ce que disaient les précédents intervenants pour essayer, en gros, de faire le lien entre ce qu'on fait dans en termes d'action dans les pays du Sud sur les questions environnementales notamment, et ce qu'on fait en France en termes de sensibilisation sur les questions climat. Donc, nous aussi, on essaie de faire un petit peu la transition et le pont. Donc c'est dans ce cadre qu'on s'est engagé dans le projet One Planet for All, qui est un projet européen financé par l'Union européenne, qui implique 14 organisations et qui est mené dans 12 pays européens. Donc en France, on est 2 partenaires, Acted et Convergence, là encore. Et donc l'idée, c'est vraiment
de sensibiliser et de mobiliser les jeunes sur les enjeux climat. Donc je vais essayer de garder mon temps. Ça se déroule sous forme de différentes activités. Donc il y a pas mal d'actions de sensibilisation, notamment en ligne, des campagnes de communication, de l'événementiel, le développement de partenariats avec des universités, des écoles de journalisme et des médias. Mais également la mise à disposition d'outils pour que les jeunes soient mieux informés. Donc on prépare aussi des outils numériques pour que ça soit plus accessible à tout le monde. Et enfin, un dernier point, mais non des moindres, qui est que nous soutenons et nous accompagnons des initiatives menées par des jeunes. Et c'est notamment dans le cadre de la mise en place de comités de jeunes dans nos universités partenaires. Donc, alors, ces comités, ils sont constitués d'étudiants volontaires qui ont envie de s'engager sur les questions climat, de donner de leur temps et donc de participer au projet avec nous. Notamment en nous proposant leurs idées sur voilà, ce qui peut, eux en tant que jeunes, ce qui leur paraît le plus important. Donc nous, on essaie d'intégrer au maximum leurs propositions de contenu, d'événements, etc. Donc de vraiment prendre en compte leur point de vue. Et voilà, je vais garder ça assez court. N'hésitez pas, si jamais vous avez des questions, on a un stand One Planet for All juste derrière. Donc voilà, on pourra discuter un peu plus en détail. Mais je vais donc laisser Inès et Eline présenter leur engagement et voilà, qu'est-ce qui les a motivés pour participer au projet avec nous. Merci. Du coup, bonjour à tous, je suis Eline, je suis étudiante et membre du comité One Planet for All lillois. Bonjour, je m'appelle Inès Cassed, je suis aussi étudiante et membre du comité de jeunes du projet One Planet for All. Être étudiant, ça implique beaucoup de responsabilités, mais aussi beaucoup de liberté. Donc moi, ma première année de liberté, du coup, j'ai décidé d'intégrer un ensemble étudiant qui mènerait des actions locales. Mais on le sait tous, le confinement on a décidé autrement. Après de longs mois enfermés, du coup, j'ai entendu parler de One Planet for All. Et le projet m'a tout de suite plu. Au sein du comité, du coup, j'ai rencontré des jeunes motivés de ma région qui sont tous force de proposition et aussi une équipe d'encadrement qui nous permettent de vraiment fixer des objectifs concrets et d'organiser des actions, même si la situation sanitaire peut sembler décourageante. De mon côté, c'est un sujet qui m'a toujours beaucoup intéressée, notamment parce que dans mon pays d'origine, là où j'ai grandi, d'abord c'est un pays un peu moins développé, voire beaucoup moins développé que la France, et j'ai grandi avec des habitudes éco-responsables malgré moi. Et venir vivre en France, ça a été un certain choc parce qu'on prend très facilement des habitudes nocives pour soi et surtout pour la planète, parce que c'est un peu le choix de facilité et c'est aussi la manière dont vivent les gens dans les pays développés. Et j'ai du coup vite cherché à changer ça parce que je savais que c'était aussi facile de faire attention, surtout dans le quotidien. C'est des petits gestes qui deviennent vite des habitudes. Donc j'ai commencé à faire attention et plus je grandissais, plus j'en apprenais et plus je voulais intensifier cet engagement. Et du coup, au courant de l'année dernière, le projet One Planet for All s'est présenté à moi et c'était l'occasion de m'engager plus concrètement et avec plus de moyens, vu que plus de soutien surtout. Et donc j'ai sauté dessus. En réalisant des actions simples, on espère pouvoir donner la parole à des jeunes qui, isolés, pensent qu'ils sont impuissants. Et en créant un réseau, du coup, on espère atteindre pas mal d'étudiants comme nous et leur permettre de s'exprimer un peu plus fort. On est une génération qui est poussée à la prise de conscience. On grandit entouré des réseaux sociaux. On ne peut plus faire semblant de ne pas voir ce qui se passe dans le monde. Et on est aussi une jeunesse qui se pose des questions qu'aucune autre avant nous ne s'est posée. Enfants, alors que l'avenir de la planète est aussi incertain, est-ce qu'on va parler de certaines espèces animales à nos enfants comme de mythes qu'ils verront sûrement qu'en photo? On se rend compte aussi de la position privilégiée qu'on a. Encore une fois, on est des Occidentaux, qui plus est en France. On ne subit pas les conséquences du dérèglement climatique au quotidien. Et
pour autant, on se rend compte de la réalité et surtout de l'actualité des choses. Il y a des gens qui meurent de faim, il y en a d'autres qui voient leur ville se faire engloutir par la montée des eaux. Et puis surtout, on a tous été touchés de près ou de loin par les inondations et les incendies de cet été. Et puis aussi, d'un autre côté, on a cette information constante qui caractérise notre époque et qui nous confronte à l'ampleur du travail qui nous est demandé, quant à l'héritage qui nous a été laissé par nos parents et toutes les générations précédentes. Et certains perdent espoir et personnellement je peux les comprendre. C'est dur d'imaginer retourner en arrière et sauver les espèces qui ont été éteintes à cause de ce dérèglement climatique. Et puis on a surtout ce sentiment de compte à rebours, que c'est maintenant ou jamais, que l'action elle doit être faite maintenant. Ce qui peut créer pour certains et même pour beaucoup ce qu'on appelle de l'éco-anxiété. Beaucoup d'engagés, même nous, dans une certaine mesure, ressentent cette pression, ce stress qui est lié avec l'impression qu'on n'arrivera à rien et qu'on ne trouvera pas le moyen de changer les choses. Nous pousserait sans doute à abandonner, mais c'est avec un soutien qu'on arrive à lutter un peu contre ce sentiment et à continuer dans notre engagement. Nous savons que notre génération elle est capable de faire de grandes choses et du coup on aimerait disposer d'une plus grande plateforme pour s'exprimer comme celle du projet One Planet for All. Et sinon on a juste hâte, Inès et moi et je pense tous les jeunes, que notre génération se retrouve en position de pouvoir pour prouver ce dont on est capable. Quand il s'agit de l'avenir, personnellement je sais que je suis déjà engagée à 100%, en tout cas du mieux que je peux à mon échelle. Mon engagement, il guide mes choix et mes habitudes au quotidien. Et j'espère qu'à l'avenir, et je compte sur ça aussi, qu'à l'avenir, je fasse mes choix encore dans ce sens-là, que ce soit le choix de ma maison, de mon véhicule, mais surtout de mon emploi. J'aimerais pouvoir avoir le choix. Et j'estime que tant qu'il y a un problème, il y a une raison de s'engager. Et pour moi, tant qu'il y a un problème, j'aurai ce besoin de m'engager. Et comme Inès, pareil, mon engagement est présent dans ma vie maintenant sans que je m'en rende vraiment compte. Ma routine, elle intègre plein de petits gestes inconscients et j'ai l'intention d'en faire mon métier, ma carrière. Parce que je veux m'entourer de membres comme les membres du comité ou les membres qui sont ici à la conférence pour qu'on travaille ensemble et qu'ensemble on répande du coup les valeurs d'engagement, d'ouverture d'esprit et de respect. Pour finir, on estime être une génération éveillée et responsabilisée. Pour nous, les projets comme celui dont on fait partie, ils ont conscience que c'est nous l'avenir. Qu'en nous faisant confiance et en nous donnant les moyens, c'est nous les jeunes qui pouvons accomplir de grandes choses. Merci Eline, merci Inès et merci Ariel. Effectivement, je pense que c'est vous les jeunes qui pouvez accomplir de grandes choses. Merci beaucoup pour vos témoignages. C'est la fin du premier segment de cette session sur les citoyens engagés. Malheureusement, le temps ne nous permet pas de faire un moment de questions-réponses, peut-être à la fin de cette session, donc restez présents. Il y a encore beaucoup de témoignages qui arrivent et beaucoup de très belles initiatives. Donc merci Alejandra, merci David, merci Ariel, merci Inès, merci Eline. Et j'invite les prochains intervenants à venir se positionner. Parce que pour être un citoyen engagé, il faut avoir accès à la bonne formation et il faut être accompagné de la bonne manière pour pouvoir se tourner vers un métier qui a du sens pour soi et pour le monde. Donc pour ça, je vais appeler les prochaines personnes qui vont nous rejoindre et qui vont pouvoir partager leur engagement. Donc on va commencer avec Solveig qui va nous présenter Viens voir mon taf, qui est une organisation qui permet de mettre en relation des collégiens issus de milieux sociaux défavorisés avec des organisations et ainsi de les accompagner dans leur orientation. Donc, Solveig, à ton tour de nous présenter Viens voir mon taf. Alors, on va avoir besoin de 2 micros, parce qu'on va parler toutes les deux. Et je pense qu'on va se lever aussi. Le deuxième micro arrive. Super, merci. Alors, est-ce que ça marche ? Je ne suis pas habituée au micro. Ça marche. Alors, bonjour à toutes et bonjour à tous. On est ravis d'être présents au Forum 3.0. Donc nous sommes l'association Viens voir mon taf, on est le réseau des jeunes sans réseau et nous accompagnons les élèves de 3e qui sont scolarisés en réseau d'éducation prioritaire, donc ce qu'on appelle les REP et REP+, donc anciennement ZEP,
dans la construction de leur projet d'orientation et plus particulièrement dans la recherche de leur stage de troisième de qualité. Alors, pourquoi est-ce qu'on accompagne particulièrement ces jeunes-là ? Ce qui les caractérise, c'est qu'en moyenne, 2/3 d'entre eux ont des parents qui sont ouvriers ou inactifs. De ça découle malheureusement une difficulté à se projeter dans tout un tas de métiers, dans tout un tas de filières d'orientation et notamment d'études longues. C'est forcément plus difficile d'imaginer faire un bac+5 quand absolument personne dans son réseau ou son entourage direct n'en a obtenu. Et donc la conséquence malheureuse de ça, c'est souvent des choix d'orientation qui sont faits par défaut. On n'est pas les seuls à le constater. Malheureusement, la France est souvent mauvais élève dans les études et les rapports. Voilà, on est l'un des pays de l'OCDE où l'origine sociale d'un élève va le plus impacter sa réussite scolaire ou son échec. Alors, le stage de troisième dans tout ça, ça rappelle des souvenirs, j'imagine, à certaines d'entre vous. Eh bien, c'est un outil de transformation au potentiel énorme parce qu'il arrive au carrefour d'une pluralité d'enjeux. On a tendance à oublier que tout le monde ne va pas en seconde générale. Donc, pour ces élèves, c'est à la fois la première rencontre avec le monde professionnel, mais aussi, parfois, la dernière occasion, finalement, de confirmer un choix d'orientation avant d'être précipité dans la vie active. Donc, ce que ça permet d'être immergé pendant une semaine dans une structure professionnelle, c'est déjà de faire évoluer ces représentations de certains métiers, notamment genrés. On entend souvent parler d'ingénieurs. Est-ce qu'on parle des ingénieuses ? Ça permet aussi, bien sûr, de faire une expérience forte de mobilité sociale et géographique. Géographique parce que c'est la première occasion pour beaucoup de prendre les transports seuls. Donc il y a vraiment une autonomisation sur cette semaine, mais aussi sociale puisque le fait d'être accueilli dans un espace où non seulement on ne se projetait pas, puisque c'est des métiers dont on n'a pas entendu parler, mais en plus de ça, on ne pensait pas avoir sa place. Parce que l'autocensure en éducation prioritaire est extrêmement forte. À 14 ans, c'est assez incroyable, ça nous efface chaque année de nous en rendre compte. Le fait d'être accueilli pendant cette semaine-là, ça permet véritablement de renforcer la confiance en soi des élèves et du coup leur permettre de se projeter un peu plus loin sur des parcours plus ambitieux. Enfin, et j'attire votre attention là-dessus, cette semaine, ça permet de créer un lien de confiance avec un ou une professionnelle qui nous accueille et donc de poser la première pierre de son réseau professionnel. Elles en ont parlé tout à l'heure juste avant nous. Le réseau est essentiel dans la continuité d'un parcours d'orientation. Ça permet du coup de solliciter une personne pour des recommandations quand on cherche une alternance, un stage dans les études supérieures. Ça permet surtout de trouver des réponses pour les questions auxquelles on n'a pas forcément toujours les moyens dans son entourage proche de trouver les bonnes réponses. Donc c'est extrêmement important. Alors, pour faire tout ça, quelle est notre action ? Donc, en amont du stage de troisième, on vient rencontrer les élèves en fait, dans leur collège, en atelier. On leur propose un programme pour vraiment les outiller au niveau de l'acte de candidature, la recherche de stage et également tout ce qui est code du monde professionnel qu'ils ne connaissent pas du tout, pas encore. En parallèle de ça, on mobilise et on accompagne aussi les professionnels donc de tout secteur d'activité, de toute taille de structure. Le seul point commun qu'on peut voir entre tous les professionnels de Viens voir mon taf, c'est vraiment l'envie de s'engager en accueillant un ou une stagiaire de troisième pendant 5 jours. Et donc la rencontre, la mise en relation, elle se fait sur notre plateforme numérique, donc viensvoirmontaf.fr, sur laquelle les professionnels s'inscrivent et publient une offre de stage et sur laquelle les élèves s'inscrivent à leur tour, font leur petite recherche par centre d'intérêt, zone géographique, postulent et ensuite peuvent échanger avec les professionnels et aboutir au fameux stage de troisième. Mais alors, ce dont on est venu plus particulièrement vous parler aujourd'hui, c'est un peu un projet dans le projet, c'est Viens voir mon taf écologique et solidaire, puisque vous l'avez dit juste avant nous, si on veut que demain, le fameux monde de demain dont on a tant entendu parler, soit plus durable, il est essentiel non seulement de s'intéresser, mais surtout de s'investir dans l'orientation des jeunes aujourd'hui. Ces fameux métiers de la transition écologique et solidaire, ils n'en entendent pas parler en zone d'éducation prioritaire, ils ne les voient pas.
Donc il est essentiel pour vous qui peut-être travaillez dans ces secteurs ou avez envie de travailler dans ces secteurs, tout simplement de le rendre visible et accessible. Voilà, valorisez vos métiers en accueillant des jeunes. Alors pour ce projet écologique et solidaire, on va commencer tranquillement, mais on a quand même de l'ambition. On souhaiterait comme objectif cette année pouvoir réaliser 100 stages de 3e en lien avec des métiers, donc soit de la transition écologique, soit de la transition solidaire, soit parfois les deux. Il y a peut-être des structures parmi vous qui arrivent à les combiner, mais on en discutera un petit peu plus tard. Et parmi ces stages réalisés, on souhaiterait que 10% des élèves qu'on accompagne puissent se révéler voilà, une vocation. Ce chiffre-là, on ne l'a pas sorti par hasard de notre chapeau. En fait, chaque année, on réalise des études d'impact sur justement les jeunes qu'on a accompagnés en stage. Et environ 1 sur 5 nous déclare s'être trouvé une vocation à l'occasion d'un stage de qualité. Donc on souhaite que ce soit au moins 10% pour ces métiers de la transition. Alors au-delà de permettre du coup à ces jeunes de découvrir de nouvelles potentialités d'orientation, ce que ça permet d'accueillir des élèves dans ce type de structure, c'est aussi qu'ils identifient des lieux, des activités qu'ils peuvent par la suite se réapproprier. Si par exemple on a été accueilli dans une recyclerie qui répare des vélos, on sait qu'on y est le bienvenu, on sait ce qui s'y passe, rien n'empêche d'y revenir avec des amis, avec la fratrie, et donc de renforcer son éco-citoyenneté. Ça peut commencer très jeune. C'est la dernière, on vous rassure. Alors maintenant qu'on s'est dit tout ça et que vous nous avez bien écouté, votre mission, si vous l'acceptez, ce serait de devenir à votre tour des tuteurs et des tutrices de stage de 3e avec Viens voir mon taf. Un dernier petit encouragement entre nous sur les études qu'on fait. Il y a 91% des professionnels qui ont accueilli un élève de 3e avec Viens voir mon taf qui nous disent qu'ils souhaitent renouveler l'expérience l'année d'après. Donc c'est que visiblement, ils sont plutôt contents et que ça s'est très bien passé. Voilà, ça dure 5 jours, ça peut véritablement faire basculer un parcours. 82% des élèves qu'on accompagne revoient à la hausse leur ambition scolaire après le stage. C'est-à-dire que cette fameuse seconde générale qu'ils n'envisageaient pas, tout à coup ils se disent oui, j'ai envie de creuser, j'ai envie d'aller plus loin. Donc l'impact est réel quand bien même c'est une action très courte, très concrète. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir après. On a aussi des petits flyers de présentation de cette action dont vous pouvez vous saisir. Voilà, et merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup. Bon, je crois que le message est clair. Il ne faut plus attendre pour devenir tuteur ou tutrice. C'est le moment. Donc, n'hésitez pas à venir prendre les livrables qui sont là pour prendre un peu plus connaissance au-delà de ce pitch de Viens voir mon taf. On va continuer sur la voie de l'orientation et de l'accompagnement avec Trouve ton prof, qui est une plateforme de soutien scolaire qui a pour but de rendre la connaissance accessible à tous. Et pour ça, je vais laisser Ilias vous présenter cette initiative. Bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je m'appelle Ilias Algabli. Je suis ingénieur de profession et le fondateur de Trouve ton prof. Donc, Trouve ton prof, c'est un nom évocateur pour un concept super simple. C'est une plateforme de mise en relation prof-élève qui permet à des personnes qui veulent accompagner ou donner ou en tout cas transmettre des connaissances, accompagner des jeunes qui en ont besoin et qui ont besoin d'accompagnement scolaire. Donc aujourd'hui, quand on cherche des cours particuliers, ça tombe bien, c'est la rentrée aujourd'hui, on commence à y penser. Quand on cherche des cours particuliers, on a 2 alternatives possibles. La première, c'est soit on va passer par des agences classiques du type Academia. C'est super cher, c'est pas accessible à tous. Les démarches administratives, elles sont super longues et c'est pas accessible à toutes les bourses. Ou alors, on a la deuxième alternative, c'est les plateformes numériques du type Superprof par exemple, où il faut faire payer l'accès aux profs particuliers et en plus, il faut faire payer le cours particulier. Donc c'est pour ça qu'on a décidé finalement de créer Trouve ton prof, c'est pour rendre accessible financièrement les cours particuliers. Et en fait, la genèse de Trouve ton prof, elle est partie simplement du fait que donc moi je suis fils de prof, j'ai 3 de mes oncles qui sont profs et j'ai été et je me suis très jeune été secrétaire général d'une association pour accompagner les jeunes en décrochage scolaire dans ma ville. Et en fait, il y a une dame qui est rentrée dans l'association, qui avait mis ses études en stand-by et pour élever ses enfants en fait. Et elle m'avait dit, donc quand elle est arrivée, elle nous a dit, moi j'ai besoin d'être accompagnée en mathématiques, donc je l'ai accompagnée pendant 1 an. Au final, elle a eu 14 ans en maths, elle était super contente et elle m'a dit, si je t'avais trouvé plus tôt, Ilias, j'aurais eu mon BTS beaucoup plus tôt. Et en fait, c'est là où j'ai eu le déclic parce qu'elle habitait juste à côté de chez moi.
et je ne le savais pas. Et donc en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai commencé à creuser et à me dire est-ce qu'il y a une application qui permet de pouvoir trouver un prof particulier à proximité et en plus accessible financièrement, parce qu'en fait, on ne faisait pas payer les cours particuliers, on accompagnait bénévolement. Et c'est là où j'ai commencé à creuser, j'ai pas trouvé, et on s'est dit on va créer Trouve ton prof. Donc Trouve ton prof, c'est créé depuis octobre 2019. Il y a la crise du Covid qui est passée par là. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la crise du Covid, on a voulu participer à l'élan de solidarité. On a ouvert la plateforme à un certain nombre de bénévoles et c'est là où ça a explosé parce que on a mis en place un système de visioconférence parce que les cours en face à face c'était plus possible. Et donc il y avait des personnes issues de la société civile, donc comme vous et moi, qui accompagnaient donc de Marseille, par exemple des ingénieurs de Marseille qui donnaient des cours à des jeunes sur Paris et tout ça du coup bénévolement. Donc l'avantage de Trouve ton prof, c'est que donc nous on ne prend pas de commission sur les cours particuliers. Notre modèle de rémunération, il est basé sur des ateliers d'insertion professionnelle à destination des collectivités pour insérer les jeunes en décrochage ou éloignés de l'emploi autour du français, sur une semaine qu'on a appelée une semaine pour tout changer, pour remobiliser à la langue française avec des écrivains et des enseignants. Donc là, jusqu'à présent, la plateforme, c'était un site web. Aujourd'hui, on va lancer en grande pompe, donc ça tombe bien que je sois là aujourd'hui, l'application mobile qui est sur iOS et Android. Et donc les fonctionnalités principales pour terminer, c'est une map géolocalisée, une barre de recherche. On tape maths par exemple, terminal S, et on trouve autour de soi des profs qui sont dispo à proximité. Donc le prix c'est entre 10 et 20 euros. On a fait ce choix-là parce que déjà 20 euros, c'est pas accessible à tous. Et du coup, je rebondis sur ce que vous avez dit tout à l'heure. Aujourd'hui, 80% du soutien scolaire continue à s'effectuer en économie souterraine, malgré les 80 acteurs qui existent aujourd'hui, et que les jeunes issus de milieux moins favorisés ont 5 fois moins de chances de réussir scolairement que les jeunes issus de milieux favorisés. Donc c'est un peu ça pourquoi on a créé Trouve ton prof. Donc n'hésitez pas à me poser des questions après et à échanger, ça sera avec plaisir. Merci beaucoup Ilias. Du coup, on est sur la bonne journée. Si tu voudras nous partager plus d'informations par la suite, on sera ravis d'en prendre. On va continuer sur la voie de la formation avec l'école 3A. Manon, tu vas nous parler de ton parcours au sein de cette école du développement responsable et international. Manon, c'est à toi. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Forum Mondial 3.0 et à l'école 3A de me permettre de me présenter et de présenter l'école. Du coup, je m'appelle Manon, j'ai 22 ans et je suis actuellement étudiante en 3e année de l'école donc 3A Paris. Donc c'est une école où on est bâtisseurs et bâtisseuses d'un monde meilleur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est des étudiants passionnés, engagés, qui veulent faire bouger les choses. Et 3A nous donne la possibilité, avec une formation qui est à la fois théorique et très pratique, avec des stages, des alternances, une professionnalisation assez rapide, de pouvoir le faire. Du coup, on a des cours, que ce soit de commerce, pour avoir une base qui est de commerce, pardon. Et du coup, à la fois aussi des cours de géopolitique, de droit, de développement durable, d'entreprise sociale et solidaire. Et tout ça pour monter un projet, pour nous permettre de valoriser notre formation auprès d'associations, de fondations, d'entreprises issues de l'OSS. Voilà. Je ne sais pas si, pour les questions sur l'école, vous pouvez directement aller voir le stand qui est là-bas. On n'hésitera pas à vous répondre. Maintenant, pour ce qui est de l'engagement citoyen, moi j'étais une lycéenne qui sortait d'un bac scientifique avec comme seule option soit une école d'ingénieur, soit faire première année de médecine ou faire une prépa. Bon, j'ai choisi la première année de médecine, ok. Du coup, j'ai fait 2 mois en médecine et je me suis dit, ok, c'est absolument pas ce que je veux faire, mais maintenant, avec ce qu'on m'a proposé, qu'est-ce que je vais faire? Et je me suis engagée volontairement en bénévolat à l'international avec une association qui s'appelle M, Association internationale de mobilisation pour l'égalité, et qui m'a permis de faire du coup ce bénévolat pendant 6 mois en Thaïlande auprès des réfugiés de l'ethnie Karen. Et quand je suis rentrée du coup de cette mission, j'ai voulu rester engagée dans cette association. On m'a proposé un service civique. Donc pour les personnes qui ne connaissent pas forcément le service civique, c'est des missions de 6 à 12 mois qui sont avec une indemnité de rémunération et qui permettent aux jeunes d'avoir une expérience professionnelle au sein d'associations, d'entreprises et de façon à gagner des compétences, gagner de la responsabilité et prendre de la confiance en soi.
À la suite de service civique, je savais toujours pas ce que je voulais faire de ma vie, mais en tout cas, on m'a proposé un CDD en tant que recrutement des volontaires du coup dans cette association, et j'ai pu continuer dans l'association M. Et c'est là où j'ai découvert 3A du coup, parce que l'association M recrutait des stagiaires qui voulaient partir à l'international avec nous sur leur stage de fin d'année. Et voilà. Donc si je dois dire encore quelques mots sur l'école 3A, c'est que en fait, cette école nous donne vraiment la possibilité de s'engager sur la problématique ou les problématiques auxquelles vous êtes sensibles, avec des outils qui sont vraiment géniaux, et des intervenants et intervenantes de qualité qui, voilà, c'est plus qu'une école, c'est vraiment tourné sur l'intelligence collective, la réflexion collective, et ça permet vraiment de s'épanouir au sein de projets qui vous sont propres et auxquels vous accordez de l'importance. Voilà. Merci beaucoup Manon. Bien, merci à tous les 4 pour ces super présentations. On a vu du coup quels étaient les projets et pourquoi est-ce que les jeunes pouvaient se mobiliser. On a vu quelles étaient les pistes de formation et d'accompagnement. Je vous propose maintenant qu'on étudie les clés pour s'engager, comment vous, comme moi, comme n'importe qui ici, et même les gens en dehors du palais, pourraient s'engager, quels sont les outils et quelles sont les propositions qu'on peut vous faire. Donc, je vous remercie, je suis désolée, on n'a pas particulièrement le temps pour les questions, mais on continue avec de très belles présentations d'organisation. Et merci encore à vous. Et j'invite les intervenantes du prochain segment à nous rejoindre. On va voir 7 très belles structures qui vont se présenter, elles vont être présentées par des personnes bien entendu, mais qui vont vous présenter des clés pour s'engager quotidiennement. Et on va commencer tout de suite, oui bien sûr, allez-y. On va commencer tout de suite avec Care News, le média des acteurs engagés. Oui. Comment? Et je crois que Flavie et Lisa ne sont... n'hésitez pas à nous rejoindre. Super, merci. Donc Care News, comme je disais, le média des acteurs engagés. Merci. Et elles vont nous présenter dès maintenant. Alors, on va vous donner le deuxième micro. Non, mais je passerai le mien. Okay. Bonjour à tous, je m'appelle Flavie, je suis la fondatrice d'un média qui s'appelle Care News, qui est dédié aux acteurs de l'engagement. Donc entreprises engagées, fondations d'entreprises, associations. Et on a vu monter en puissance, notamment avec le confinement, le sujet de la jeunesse. Et on a décidé de la mettre en valeur, cette jeunesse engagée, à travers le spectre des ODD. C'est une première, c'est une version pilote grâce au talent de Lisa qui va vous présenter le projet plus en détail. Nous, d'habitude, on fait essentiellement du web. Vous pouvez nous retrouver tous les jours sur carenews.com. On a aussi un journal papier qui se balade quelque part dans Convergence. On fait des classements et des études. Vous avez à dispo au bout là un top 50 de l'entrepreneuriat impact. Et on a 3 podcasts. Un sur l'entrepreneuriat social qui s'appelle Changer la norme, que j'ai la chance d'animer. On sort d'ici 2 mois un podcast qui va s'appeler Impact Mania sur la notion d'impact. Et on a un podcast dédié aux associations qui s'appelle Ceux qui font. Voilà, mais je ne suis pas là pour vous parler de Care News. On est surtout là pour vous montrer un petit film. Et je vais laisser le micro à la jeunesse, comme ça les cordonniers ne seront pas les plus mal chaussés, pour vous présenter le projet. Bonjour, du coup, je m'appelle Lisa, je suis journaliste chez Care News, et c'est lors de ma formation, de mon année en alternance, que j'ai pu travailler sur ce projet. Comme Flavie l'a dit, l'objectif, c'était vraiment de allier d'un côté la jeunesse très connectée, et de l'autre, montrer justement cette jeunesse engagée. Et donc, quoi de mieux qu'une social série, enfin un format de vidéo sur les réseaux sociaux et donc sur Instagram. Donc l'idée, c'est une série qui se décline autour des objectifs du développement durable énoncés par l'ONU. Donc il y en a 17. Donc une série de 17 vidéos avec un jeune engagé dans une association en lien avec un objectif du développement durable. Donc pour la vidéo pilote, c'est Margot qu'on rencontre, engagée à Alternativa Paris, donc sur l'ODD 13, qui est la lutte contre les changements climatiques. Levons les mains en l'air et on saute. Peux-tu te présenter ? Je m'appelle Margot, j'ai 23 ans et je suis engagée depuis plusieurs années dans des associations qui luttent pour une justice écologique et sociale.
Plus précisément, je m'engage bénévolement et de façon militante auprès de Alternatives à Paris, Action Climat Paris, les Amis de la Terre et la Base. C'est quoi l'ODD 13 ? Les mauvaises nouvelles tombent, terribles et implacables. Sécheresse, ouragan, incendie. Fonte de la banquise, inondations. Les effets du réchauffement climatique nous frappent tous et partout sur la planète. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Qui vise à limiter le réchauffement climatique bien en deçà de 2 degrés, avec objectif de descendre à 1,5 degré. Au sein d'Alternatives à Paris. Plus particulièrement de la coordination des mobilisations, donc de marche pour le climat, mais aussi d'action de désobéissance civile en tout genre. Et c'est quoi ton leitmotiv ? Quand on m'a expliqué l'ampleur et les conséquences du réchauffement climatique, au début j'ai eu très peur, parce que c'est des chiffres et c'est des données qui font peur. Ce qui est certain, c'est que je veux pas que les futures générations vivent dans un monde à plus 5 degrés. Quand on dit qu'on est la dernière génération à pouvoir changer des choses, c'est pas juste une belle phrase, c'est réel. Où te vois-tu dans 10 ans ? En 2030, j'imagine et je me vois faire partie d'un très gros mouvement de masse pour le climat. Je pense qu'on sera beaucoup plus gros, on sera beaucoup plus puissant et que chacune aura conscience de ce qu'il faut faire pour limiter les impacts du changement climatique et faire en sorte qu'on ait un futur vivable pour nous et nos enfants. Merci beaucoup et merci pour ce premier épisode, pour cet épisode pilote de cette social série qui, je pense, est très prometteuse. On continue sur les clés de l'engagement avec Koya qui va nous apprendre et nous accompagner sur comment entamer notre transition écologique. Clotilde, oui, bien sûr, vas-y. Je vous laisse du coup vous occuper de la présentation. Bonjour à tous, je suis ravie de pouvoir être devant vous aujourd'hui pour vous présenter Koya, qui est une solution d'accompagnement à la transition écologique qu'on est en train de développer. Donc Koya, c'est une solution qui s'adresse à tous les individus, donc particuliers et collaborateurs d'entreprise. Et là, je vais plutôt vous parler de la partie particulier. Donc là, on vient de le voir dans la vidéo juste avant. Globalement, on est dans une situation un peu catastrophique et on fait face au plus grand défi de l'histoire de l'humanité, tout simplement. Puisque nous sommes en pleine période géologique qu'on appelle l'Holocène. C'est la période qui correspond à l'existence de l'humanité sur Terre. Donc, globalement, pour maintenir l'Holocène, il faudrait maintenir les conditions globales actuelles, peu ou prou, pour pouvoir maintenir l'humanité en place. Sauf que pour ne pas sortir de l'Holocène, il faudrait ne pas dépasser 9 limites planétaires, donc qui sont affichées ici, dont la plus connue étant le changement climatique. Et malheureusement, on a déjà dépassé certaines de ces limites, et d'autres, d'ici la fin du siècle, vont être dépassées. Donc, niveau catastrophe écologique, on n'est pas trop mal. Et pour limiter cela, il faudrait effectuer un changement de comportement global à plusieurs échelles, à l'échelle de l'État, des entreprises et des individus. Et nous, chez Koya, on s'intéresse au changement de comportement des individus, donc à la transition écologique des particuliers. Donc en France, on a 70% et non pas 77% et pas 770. On a eu un petit problème de police, je pense que vous l'aurez compris. Des Français qui se disent prêts à changer leur comportement au quotidien pour réduire leur impact environnemental. 77% de la population française, c'est énorme, c'est 52 millions de personnes. En réalité, au quotidien, rien que dans votre entourage, vous pouvez vous rendre compte qu'il n'y a pas 77% des personnes qui sont devenues écolos au quotidien. Donc nous, chez Koya, on a vraiment pour objectif d'aller cibler les citadins, sensibiliser à l'écologie, qui ont une volonté d'agir au quotidien, mais qui ne savent pas comment faire. Parce que la transition écologique, ça pèse lourd, à porter pour un seul individu, c'est compliqué. Et donc, ces personnes ont exprimé un besoin d'accompagnement. Donc, ça représente 33 millions de personnes, encore, rien qu'en France, qui ont besoin de solutions d'accompagnement comme Koya.
Donc nous, le problème qu'on a formalisé, c'est le suivant. Nos comportements et nos dispositions, donc l'aspect plus psychologique et l'aspect plutôt action au quotidien, face aux enjeux environnementaux. Et Koya s'est fixé une mission qui est celle d'accompagner les individus, vous l'aurez compris, dans la transition écologique, en apportant cohérence et durabilité à l'expérience de transition. Et pour ça, on a mis en place des programmes d'accompagnement personnalisés. La transition écologique dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est le fait de changer ses habitudes du quotidien pour réduire leur impact environnemental. Et donc ça peut s'exprimer au travail ou à la maison, le fait de réduire sa consommation de viande, de diminuer ses trajets en avion, diminuer sa production de déchets, etc., sur tous les facteurs d'impact qu'on a vus tout à l'heure, donc changement climatique certes, mais aussi tous les autres. Et donc Koya met en place ces fameux programmes dont je vais vous parler juste après. Notre vision, in fine, c'est l'être humain conscient de son impact environnemental et acteur du changement. Donc l'être humain, ça fait beaucoup de monde. Et rien qu'au niveau de la France, on parlait de 33 millions de personnes. Donc pour réussir à toucher un maximum de personnes, on a envisagé une stratégie en 3 temps. D'abord, de co-construire une solution avec les particuliers pour les particuliers en B2C. Ensuite, et c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment, de stabiliser notre solution en la proposant à des entreprises pour leurs collaborateurs, mais toujours axée sur la transition individuelle. Donc il ne s'agira pas juste de mettre des poubelles de tri dans les bureaux en se disant on est super rigolo au travail. C'est vraiment une démarche de l'entreprise de proposer à ses collaborateurs une solution complète de transition écologique pour eux. Et l'objectif final, c'est de déployer à grande échelle en travaillant plutôt avec des institutions publiques, des collectivités, des territoires. Une fois qu'on aura montré que notre solution est vraiment efficace et qu'elle peut être démultipliée partout en France, faire en sorte de la proposer gratuitement à n'importe quel citoyen. Donc pour l'instant, on est sur la partie entreprise d'un côté, donc ce sera une société commerciale qui va mettre ça en place. Et pour continuer à avoir un impact quand même auprès des particuliers, on a créé une structure associative, donc Koyaso, très drôle petit jeu de mots, qui va se lancer donc, dès janvier 2022 pour que la solution portée par la société commerciale et proposée aux entreprises puisse être utilisée par l'association pour que n'importe quel citoyen puisse d'ores et déjà utiliser la plateforme et ainsi effectuer sa transition écologique. Donc avec l'association, il y aura l'accès au programme Koya, donc au travers de la plateforme, mais aussi à tout l'aspect collaboratif, événementiel, etc. pour créer cet effet de communauté. Les petites slides qui ont des soucis. Globalement, comment ça se passe? Donc, sur la slide d'avant, on a donc la plateforme qui est développée sur laquelle la personne va établir son profil écologique, c'est-à-dire d'abord faire une mesure d'impact carbone pour regarder quels sont les facteurs d'impact les plus importants dans sa vie. En fonction de ça, on va proposer un programme personnalisé avec un certain nombre d'étapes qui va cette fois-ci être défini par rapport à un bilan d'habitude, donc cette fois-ci un aspect plus qualitatif, plus comportemental. On va essayer de voir sur notre premier programme sur l'alimentation qui a été développé, comment est-ce que la personne interagit au quotidien avec tout ce qui va autour de l'alimentation, que ce soit de son alimentation au sens nutritionnel du terme, jusqu'à la gestion de ses déchets organiques, de ses emballages alimentaires, de son alimentation sur le pouce. Et on va lui proposer un programme comme ça, voilà, complet. Et à l'intérieur de chaque étape du programme, on va avoir accès à 3 piliers clés de la transition écologique. Donc la formation, qui est le point central de Koya, puisqu'on a toute une phase de vulgarisation très importante des concepts scientifiques qui sont derrière la transition écologique. Donc pour ça, on met en place des parcours pédagogiques qui ont été longuement travaillés. L'aspect accompagnement gamifié au passage à l'action, donc c'est notre deuxième pilier, où là on met en place vraiment des outils dynamiques, ludiques, pour que les personnes puissent se fixer des objectifs clairs, nets, précis et atteignables. Il ne s'agit pas de se dire en 2 semaines je vais devenir écolo et je vais changer complètement mon mode de vie. Ça, on sait très bien que ça ne fonctionne pas, mais c'est vraiment se fixer des objectifs qui soient réalistes. Et la troisième partie, et peut-être la plus importante, c'est l'aspect communautaire. C'est vraiment le 3e pilier indispensable pour avoir une transition comportementale complète. C'est de ne pas se sentir seul face à l'enjeu auquel on fait face. Et donc, on a envie d'animer la communauté et des acteurs du changement sous forme de petites familles avec un système de mentorat, une plateforme sur laquelle les gens vont pouvoir se demander de l'aide, aller chercher des informations comme sur un forum, voilà, pour qu'il y ait vraiment une interaction au-delà de la plateforme digitalisée. Voilà, c'est tout pour Koya. J'espère que ça vous aura donné envie de participer à cette aventure avec nous. Et vous n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux et à venir parler avec nous si ça vous intéresse, si vous avez plus de questions. Et si vous êtes une entreprise aussi, c'est avec grand plaisir qu'on pourra discuter pour voir comment on peut mettre ça en place auprès de vos collaborateurs. Merci. Merci Clotilde. Et rendez-vous du coup en janvier 2022 pour entamer nos transitions
individuels et dès maintenant pour les organisations si vous souhaitez les rejoindre. On va continuer sur le volet des clés de l'engagement avec le Luxembourg Institute of Science and Technology, on appréciera l'accent, qui va nous expliquer comment on peut s'engager pour faire en sorte que la ville devienne un espace plus adapté à nos attentes et surtout aux objectifs de développement durable. Elie, c'est à toi. Merci, merci, je suis ravi d'être ici en fait. Donc moi je m'appelle Elie Daher, donc je suis architecte de formation et je travaille au Luxembourg Institute of Science and Technology, donc, où j'ai fait ma thèse. Donc en fait, je voudrais parler un peu de ce projet-là qu'on a développé au LIST, Luxembourg Institute of Science and Technology. Donc c'est un peu un projet pour engager les citoyens dans la planification urbaine. Vu que à l'instant, il y a les experts ou bien les urbanistes en fait d'un côté et les citoyens de notre côté. Donc il y a un gap entre la planification urbaine et l'engagement citoyen. Donc l'idée c'était de créer un peu un lien entre la planification urbaine et tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est optimisation d'un côté, qui est souvent connu sous l'aspect genre top-down design approach, et aussi la participation citoyenne qui est plutôt un bottom-up design approach. Donc il y a de participation parfois dans la planification urbaine, mais souvent ces participations-là restent verbales et du coup elle sera oubliée durant le process de design. Donc mais on peut peut-être la montrer sur la clé ou non? D'accord, ok. Donc du coup, en fait, on a créé une plateforme digitale qui invite les citoyens déjà à venir et dire leurs objectifs, leurs besoins. Et donc après, avec un système d'optimisation, on va créer des espaces urbains optimisés aux besoins des citoyens. Et ça, c'est la vidéo? Voilà. Et donc, du coup, pour mieux expliquer en fait l'idée, je vous laisse regarder cette vidéo-là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir nous voir au stand. Since urban planning is growing continuously, it is now necessary to build better than before and to provide a high level of well-being and satisfaction for inhabitants and citizens while also preserving a sustainable environment. MUST, which stands for Managing Urban Spaces Together, is a technology that helps in producing better urban solutions by bridging between optimization techniques and social aspects. MUST answers challenges to produce better performance of urban spaces, minimizing environmental damage to our society, and in parallel, MUST aims to respond to social turn in urban design in which urban spaces need to be produced by citizens and locals. MUST is a technology that fills the gap between the computational optimization techniques handled by experts from one side and citizen participation in the design process from the other. MUST application provides an advanced level of citizen engagement in the urban planning design process. MUST enables a flexible, dynamic and iterative system that supports different steps in the early stage of design. For instance, MUST covers and supports decision-making during 3 interactions in the design process. First interaction, MUST helps in capturing the citizen requirements in terms of needs and preferences, such as mobility, view, sunlight, noise, pollution, etc. Some requirements might be less important than others. Therefore, it is important to classify them in a participatory way. These requirements are captured by the system that will transform them into quantified parameters. In this step, the MUST technology, also based in artificial intelligence, will process these requirements in order to transform them into exploitable inputs, in particular when dealing with correlated inputs. In this step of the early design process, MUST covers a direct participation process of citizens. The second interaction covers the step of the design process related to diagnostic of the site and organogram generation. In this interaction, MUST covers the information level of participation. Indeed, it is important to provide citizens a continuous information exchange, helping them to understand decisions made. In this interaction, citizens are able to explore the diagnostic
of a selected site according to solutions that might be proposed. This step is performed after the first analysis done by experts. The third interaction of the MUST application covers the generation of 3D building typology. In this design, interaction experts are the main users of the system. Based on requirements set in the early stage, experts propose different alternative solutions. Each solution will also be evaluated according to different indicators, including the indicators set by citizens in the early stage. This interaction also enables a transparent design process where the end user can evaluate and verify that their requirements are also considered. This application will give the possibility to designers and experts to focus on the creative aspects of the design while ensuring that outcomes answer the requirements. Merci beaucoup, Ellie. Et si vous voulez découvrir cette innovation, n'hésitez pas, vous pouvez accéder à la plateforme qui était présentée sur la vidéo, juste derrière au stand du LIST. Alors, nous allons continuer, et je pense que... Oui, pardon. Avant toute chose, là, ça va être le moment d'être attentif si vous voulez faire fructifier votre épargne. Alors, on va accueillir Olivier de l'UMO Investissement qui va nous expliquer comment faire en sorte de mettre notre épargne au service de la transition écologique. Alors, je change juste quelques slides et Olivier, c'est à toi dans une seconde. Alors, bien sûr, la problématique de départ, c'est d'avoir de l'épargne. Oui, accessoirement. Bon. Donc là, on n'est pas complètement inclusif, surtout si on débute dans la vie, mais ça peut commencer vite parce que le principe, c'est justement une épargne abordable dès 25 ou 50 euros. Donc on peut même, comme jeune, se construire son petit portefeuille tranquillement dans la durée. L'UMO, c'est le nom de la société. La plateforme s'appelle l'UMO Investissement. C'est une plateforme d'investissement en ligne qui opère sur le modèle du financement participatif. Avec ce site particulier, c'est qu'il ne s'agit pas, comme dans la plupart des grandes plateformes, de financer des initiatives personnelles, des startups, donc tout un tas de projets qui sont très bien, mais dont le devenir est souvent lié au fait qu'il faut de l'argent pour y arriver. Là, la particularité, c'est qu'on vous propose de co-investir. L'histoire de l'UMO commence en 2012, donc ça fait déjà quelques années. Ça devient compliqué d'expliquer qu'on est une start-up quand ça fait 9 ans qu'on opère, mais c'est un gage de maturité. Le concept initial, c'était de se dire, on a de l'épargne, c'est à nous, on l'a construit, et dans la plupart des cas, on ne mesure pas à quoi sert l'argent que l'on dépose ici ou là sur tel support d'investissement. On n'a pas la maîtrise de ça. Pourquoi on n'a pas la maîtrise de ça? C'est que c'est le métier des financiers. Et donc notre argent, il est intermédiaire. La proposition de valeur ici, c'est de se dire, finalement, c'est votre argent, c'est le fruit de votre travail. Et à la fin, quand même, vous pouvez peut-être avoir un mot à dire sur l'usage final de cet argent. Et donc, le concept, c'est de créer du circuit court grâce au numérique, hein, donc la logique de plateforme, et permettre à chacun de venir quelque part sur une plateforme, choisir un support d'investissement. Donc, c'est vraiment cette notion de choix de circuit court, elle est importante. Et d'avoir ce fléchage de mon épargne par un acte individuel de choix. On est une plateforme qui est dédiée à la transition écologique et sociale. Donc, ce qu'on va proposer aux épargnants, donc à tout un chacun, hein, puisque ça commence à des tout petits montants, ce sont des choses concrètes. Ça, c'est encore quelque chose d'important. L'argent, c'est un peu tabou, c'est un peu artificiel, c'est souvent très théorique, on n'y comprend rien. La plupart des gens qui ne travaillent pas dans le métier, on leur parle d'argent, ils disent « moi, j'y comprends rien. Je vais en parler à mon banquier. » On peut faire différemment. On peut se dire, si je suis capable de passer 3 heures sur Internet pour aller choisir mon nouveau vélo, je dois être capable de m'investir aussi pour choisir qu'est-ce que je fais de mon argent.
Il s'agit d'une épargne qui n'a pas la caractéristique d'un compte bancaire. Hein. C'est pas je mets de l'argent et puis demain j'ai changé d'avis, je retire. Non. Là, c'est une épargne qui est destinée à un usage. J'ai parlé de choses concrètes. Concrètement, vous allez choisir une infrastructure qui concourt à la transition écologique. Et ça va être ça le support de votre placement. Et pour illustrer ça, qu'est-ce que c'est qu'une infrastructure qui concourt à la transition écologique? En fait, vous en avez partout autour de vous. Hein, c'est tout ce qui concourt à l'énergie. Vous allumez l'interrupteur, vous avez de l'électricité. Vous ouvrez le robinet, vous avez du gaz. Vous ouvrez un autre robinet, vous avez de l'eau. Donc ça, ça vient d'infrastructures qui sont dans votre paysage. Vous êtes utilisateur quotidien de toutes ces infrastructures. Et assez curieusement, c'est typiquement un domaine d'investissement auquel vous n'avez pas accès. C'est l'apanage des grands spécialistes de la finance, les fonds institutionnels, les banques, parfois des fonds dédiés qui s'appellent des fonds d'infrastructure. Et pourquoi pas vous? Parce que c'est pas bien? Non. Parce qu'en fait, c'est très bien. Et si c'est très bien, si c'est costaud, parce que ce sont des unités industrielles ou de transformation, de création, qui sont dédiées à un usage très pérenne, hein, qui s'inscrivent dans le territoire, alors c'est économiquement sain, et alors c'est très, excusez-moi du jargon, bankable. Et si c'est bankable, il n'y a pas de place pour vous. Et donc ce qu'on a réalisé, c'est une approche en cofinancement. Ce que vous allez trouver sur la plateforme d'investissement sont des infrastructures qui sont déjà financées. Il n'y a pas d'aléa sur l'atterrissage. Ce n'est pas parce que vous n'aurez pas mis assez d'argent que ça n'aura pas lieu. Ce que vous faites en venant apporter votre épargne sur la plateforme, c'est d'abord c'est un placement rémunéré et vous ne jouez pas le rôle de la banque. Vous êtes plutôt aux côtés de l'industriel qui crée cette installation, et tout l'argent que vous lui apportez, c'est de l'argent qu'il n'aura pas à sortir de sa poche, parce que vous savez comment ça fonctionne les banques, hein, vous voulez emprunter quelque chose, qu'est-ce que vous donnez en contrepartie? Et il ne suffit pas de leur promettre que vous allez avoir des tas de revenus, il faut aussi vous montrer que vous êtes riche. Donc il faut mettre un peu d'argent sur la table. Si vous êtes un industriel qui développait des tas d'unités de création d'électricité, par exemple d'origine photovoltaïque, là, vous faites un projet, vous mettez un peu d'argent, un deuxième, un troisième, c'est pas infini, à un moment vous n'avez plus d'argent dans les poches. Donc vous ne pouvez plus faire votre métier. L'argent là qui va leur être apporté leur permet de mettre en route de nouveaux projets. Le temps est écoulé, c'est ça? Bon. Voilà, donc en un mot pour terminer, voilà, une plateforme d'investissement comme la nôtre, c'est une solution concrète et accessible pour reprendre le pouvoir sur votre argent et lui attribuer une finalité à impact positif. Merci beaucoup Olivier. Donc finalement, le cofinancement pour le monde de demain qu'on évoque depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. On va continuer sur les clés de l'engagement. Donc on a déjà évoqué quelques thématiques. Là, vous commencez à voir que votre profil va être de plus en plus engagé dans les prochains jours. On est ravis, mais ça continue, ça ne s'arrête pas là. Maintenant, c'est Maxime qui va nous présenter Tandis-quoi. Donc, qui propose des colocations pour les personnes en situation de handicap et donc de créer des espaces qui répondent, et surtout adaptés à leurs besoins. Maxime, c'est à toi. Ok, bonjour à tous, merci Manon. Alors, moi je représente l'association Tandis-quoi. Donc sur les 3 zéros, on est plutôt sur le zéro de zéro exclusion et plus particulièrement pour les personnes en situation de handicap très dépendantes. Nous on fait de l'habitat inclusif en fait hein, pour les personnes en situation de handicap. C'est une asso qui est née il y a 8 ans sous l'impulsion d'Étienne. Étienne à l'époque c'est un jeune qui a 22 ans. Il veut vivre en coloc comme son frère et sa sœur, tout simplement. Seul bémol c'est qu'Étienne il est tétraplégique, il a une multitude de pathologies, il peut s'exprimer mais autrement que par la parole. Il a un cahier, bon. Et donc du coup, de vivre en coloc pour Étienne, c'est pas aussi simple que pour tout le monde. Il a besoin d'un accompagnement 24 heures sur 24. Voilà. Et du coup, il y a sa sœur Léa, et puis une bande de potes, que des jeunes de 20 à 25 ans. Ils décident d'aider Étienne à réaliser son rêve, c'est-à-dire de vivre chez lui. Et pour ça,
créer une association, c'est l'association Tandikwa. En fait, à ce moment-là, comme pour tous les jeunes qui sont en situation de handicap, il y a deux alternatives possibles. C'est la vie en institution ou le maintien dans un logement familial. Et en fait, ces deux solutions-là, elles sont rarement choisies. On n'a pas envie de rester dans sa famille toute sa vie. Et la vie en institution, c'est pareil, elle est rarement choisie. Et puis parfois, elle n'est pas du tout adaptée. C'est le cas pour Étienne. Nous, chez Tandikwa, on considère que le logement, le droit de vivre chez soi, comme tout le monde, c'est un droit de base. Et c'est pas le cas pour toutes les personnes, notamment en situation de handicap, quoi. Et donc à l'époque, Étienne, il y a 8 ans, c'est les seules alternatives qui existent pour lui. Voilà, donc en 2013, quand ces jeunes-là ils se retrouvent pour créer l'association, pour mener à bien le projet, c'est vraiment innovant. Les mots habitat inclusif, ils n'existent même pas à l'époque. Donc il faut tout créer, il faut tout penser, il faut rédiger, il faut innover, il faut convaincre le département, l'ARS, la MDPH, les bailleurs sociaux, etc. C'est un vrai combat en fait que mènent ces jeunes-là, parce que ce qu'ils veulent faire, ça s'inscrit pas du tout dans les schémas qui existent, notamment d'institutions, quoi. En 2017, donc 4 ans après quand même, s'ouvre l'un des premiers habitats inclusifs d'Île-de-France, en Essonne, en banlieue parisienne. Et donc il y a la colocation Toi-même qui ouvre avec Étienne, Marie et Alison, donc 3 jeunes. Étienne donc était vraiment à la base du projet, et Marie et Alison qui sont 2 jeunes femmes qui ont des handicaps et des pathologies complètement différents. Et ils décident donc tous les 3 de s'installer dans leur coloc. Donc ça fait un peu plus de 4 ans maintenant. Ils sont toujours chez eux, ils manifestent à leur façon l'envie d'y rester. Ça pourrait changer, mais aujourd'hui ils sont toujours chez eux, quoi. La colocation elle est autonome financièrement. On a besoin de soutien en fait pour l'ouverture des colocations, mais une fois que la colocation elle est ouverte, elle tourne toute seule. C'est eux qui financent eux-mêmes l'aide dont ils ont besoin, leurs courses, leur loyer, etc. C'est un projet totalement autonome financièrement, et qui d'ailleurs coûte moins cher à la société que les institutions. Et du coup, là, les pouvoirs publics et les institutions type ARS, etc. s'en saisissent, et on cherche vraiment à développer ça. Et puis surtout, ça correspond beaucoup plus à un habitat digne pour ces personnes-là qui vont vivre enfin chez elles, quoi, comme tout à chacun, qui vont... Voilà. Donc le rôle de notre asso aujourd'hui, c'est d'abord de permettre la bonne coordination entre les différents partenaires et tous les professionnels qui gravitent autour de ces colocations. Il y a un besoin d'accompagnement, il y a beaucoup de choses. Donc on coordonne tout ça, on s'assure que ça fonctionne bien. On s'assure aussi que toute l'organisation et la vie, le quotidien des colocataires est fait à partir d'eux. Il faut vraiment qu'ils soient acteurs de leur vie et qu'ils partent uniquement de leurs envies, et qu'on mette en place des choses qui correspondent à ce qu'ils veulent. Ça, c'est des choses qui sont... Les institutions essayent de le faire, mais c'est beaucoup plus compliqué pour elles de le faire. Donc nous, c'est vraiment la base du projet. Donc c'est uniquement ce que eux ils veulent faire. Donc qu'ils soient acteurs de leur vie. L'asso aujourd'hui, dans ses rôles, c'est aussi de favoriser leur autonomie et puis leur inclusion dans la société. Et puis on souhaite étendre, donc là on a une colocation depuis 4 ans, et là on va ouvrir 3 nouvelles colocations d'ici à la fin de l'année prochaine pour qu'il y ait d'autres jeunes qui puissent en profiter. Après nous on a un modèle où on veut rester à toute petite échelle pour être très près de nos colocataires et des familles, et donc on veut rester sur 4 colocations au total. Juste pour finir, voilà, tout ce projet-là, il a été vraiment possible par la solidarité et puis la ténacité des bénévoles et de ces jeunes et des partenaires qui ont soutenu le projet. Donc je les remercie ici. Et puis voilà, sachez que si vous voulez vous engager dans un projet d'habitat inclusif, il y a Tandikwa. Voilà, merci. Merci beaucoup Maxime.
Donc n'attendez plus, effectivement, et comme le disait Maxime au début, l'engagement il ne se fait pas uniquement sur le zéro carbone, il se fait aussi sur le zéro exclusion. Donc vous pouvez participer à ces projets d'habitat inclusif et n'hésitez pas à contacter Maxime si vous souhaitez y participer et devenir bénévole. On continue sur le volet zéro exclusion avec Tangata qui est présenté par Sophie. Donc Tangata, c'est une initiative intrapreneuriale qui propose une solution en entreprise pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Tout à fait, merci. Je suis ravie d'être parmi vous et au forum Zéro et notamment Zéro Exclusion concernant le handicap. Donc il y a les sujets liés au logement, mais il y a aussi également les sujets liés à l'emploi. Je vais démarrer avec un sujet d'actualité qui sont les Jeux paralympiques qui eh bien, cette année sont retransmis à la télé tout comme l'ont été les Jeux olympiques. Et Tangata, le premier volet de Tangata, c'était sur le loisir. C'est né en 2019 et donc du coup ça fait le lien parce qu'on se dit, ben voilà, il y a de la visibilité. On commence à avoir de la visibilité sur le sujet du handicap à la télé. C'est un sujet sociétal. Et comment faire le lien avec l'emploi? Eh bien, ces athlètes, ils réalisent des exploits, ils partagent avec nous des émotions, comme tout athlète, et finalement comme tout à chacun. On a droit à des expériences de vie, on a droit à un logement, à une colocation comme tout le monde. Et sur l'emploi, le sujet c'est que voilà, toutes ces personnes ont des compétences, peuvent aussi réaliser des exploits au niveau de leur job dans une entreprise et c'est pas forcément reconnu. Il y a deux chiffres sur lesquels Tangata et les deux piliers de Tangata, c'est que 80% des handicaps sont invisibles, 85% des handicaps arrivent en cours de vie. Donc du coup, c'est pas un sujet qui finalement est très dont on a conscience dans notre quotidien, alors que finalement, tout à chacun est concerné, de près ou de loin, hier, aujourd'hui ou demain. Et donc, avec Emmanuelle Fénard, qui est cofondatrice de Tangata et avec qui, voilà, on est toutes les deux à l'origine de ce sujet au sein de BNP Paribas Cardiff, la filiale assurance de BNP Paribas. Et en tant que citoyenne et collaboratrice, on s'est dit, voilà, comment donner du sens. Et après une étude sur justement les personnes en situation de handicap, on s'est dit, voilà, il y a plusieurs sujets. Il y a la vie quotidienne, le loisir, il y a le logement, il y a toutes les démarches administratives, et puis il y a l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, les personnes en situation de handicap déclarées qui sont en capacité de travailler, il y en a 50% qui cherchent un job. Le taux de chômage est le double de la population active française. Donc après le loisir, on s'est dit on va attaquer l'emploi. L'emploi aujourd'hui dans les entreprises, il est, on va dire, réglementé. Il y a un taux d'emploi à respecter. Voilà, il y a une loi. Il faut être à 6% de taux de handicap dans les entreprises. Sinon, eh bien, il y a une contribution à payer à l'URSSAF. Donc, il y a un enjeu financier pour les entreprises. Cette loi, elle s'est étendue à toutes les sociétés à partir de 20 salariés. Donc, les entreprises ont nommé des référents handicap. Donc, il y avait quelque chose qui était assez structuré, plus particulièrement dans les grands groupes, mais pas que, avec des missions handicap liées à des accords avec les partenaires sociaux. Et puis là, voilà, les entreprises à partir de 20 salariés nomment des référents handicap qui souvent prennent cette casquette en plus de leur job et ne savent pas trop par où attaquer le sujet. Et donc, avec Emmanuel, on s'est dit, voilà, mettons à profit non pas notre expertise sur le handicap, parce que nous ne sommes pas des experts du handicap, et nous ne venons pas sur le marché du handicap pour être concurrents des acteurs historiques, mais mettons à profit notre expertise pour accélérer et simplifier la vie des référents handicap et des missions handicap en entreprise. Parce que c'est bien en faisant la démonstration par la preuve des actions menées par les entreprises que celles-ci vont pouvoir séduire et être du coup des vraies références pour les travailleurs handicapés qui cherchent un emploi dans une entreprise bienveillante. Handi accueillante, c'est un label qui existe officiellement. Et du coup, sur ce sujet de l'inclusion, tout comme on l'a fait sur le loisir, notre marketplace, notre plateforme Tangata Emploi pour les entreprises, c'est quoi? Eh bien, c'est la mise en valeur des prestataires qui aujourd'hui œuvrent dans les entreprises pour mener des actions d'inclusion.
Ça peut passer par des diagnostics, des formations, des coachings, tout ce qui est achat responsable. Donc c'est mettre en valeur cet écosystème en le structurant, parce qu'aujourd'hui c'est très atomisé et les retours que l'on a, c'est qu'on perd beaucoup de temps à trouver le bon interlocuteur pour mener la bonne action qui va répondre aux bons besoins. Donc Tangata Emploi va valoriser ses prestataires et va permettre au référent handicap qui va être client de Tangata Emploi de pouvoir trouver plus rapidement une solution qui va répondre à son besoin. On va aussi l'accompagner parce que c'est un outil tout en un, Tangata Emploi pour les entreprises, et ça va lui permettre de pouvoir s'interconnecter très rapidement et tout va se passer sur la plateforme et du coup, il va pouvoir valoriser son travail auprès de sa direction et valoriser les actions qu'il va pouvoir mettre en place. Voilà la solution Tangata Emploi pour les entreprises. Pourquoi Tangata? Alors, le forum est un forum mondial, donc je vais citer la culture maori. Dans la culture maori, enfin dans la langue maori, Tangata veut dire les gens, la communauté. Tangata Waikara veut dire ceux qui ont une force différente. C'est-à-dire que cette culture, cette société est très inclusive et considère que les singularités sont une force. Et c'est dans ce sens-là que la mission de Tangata, c'est bien de venir défendre la force de ces singularités, parce que finalement, on est tous différents. La diversité, le handicap rentre dans la diversité, et c'est cette diversité qu'on veut pouvoir mettre en avant et aider les entreprises vraiment à l'exprimer. Maintenant, comme je le disais tout à l'heure, tout ça c'est régi par la réglementation, donc les 6%, la contribution. Donc faut pas se cacher, faut pas se voiler la face, il y a un enjeu financier, derrière un enjeu financier, il y a un business. Et chez Tangata, on assume le fait qu'on veuille développer un business autour de notre plateforme. Pourquoi? Parce que nous sommes une start-up d'intrapreneuses. Nous sommes soutenus et financés par BNP Paribas Cardiff, donc la filiale assurance, par le groupe BNP Paribas, par la direction de l'engagement. Et nous souhaitons faire du chiffre d'affaires. Et pourquoi on veut faire du chiffre d'affaires? Parce qu'on a été reconnu start-up sociale par le Grameen Creative Lab. Et à ce titre, nous, le chiffre d'affaires, il va nous servir à réinvestir, à autofinancer déjà notre initiative dans le cadre des lignes métiers du groupe. Mais faire des bénéfices, pour nous, c'est quoi? C'est réinvestir dans notre solution et investir encore plus de fonctionnalités pour répondre aux besoins des entreprises. Et si on dégage vraiment beaucoup de bénéfices, on pourrait et on voudrait pouvoir participer justement à des initiatives liées à des associations et des fondations pour aider de manière globale et avoir un impact sociétal vraiment à 360. Alors voilà, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Nous ne sommes pas des concurrents du marché. Nous, ce que l'on souhaite, c'est travailler les synergies, travailler les connexions avec les acteurs privés, les acteurs publics. Et de ce fait, voilà, si la manière dont vous avez entendu l'histoire de Tangata Emploi pour les entreprises aujourd'hui vous interpelle, nous sommes sur le stand de BNP Paribas cet après-midi. Et c'est avec grand plaisir qu'on échangerait avec vous, que vous soyez des pourvoyeurs de solutions pour l'inclusion dans les entreprises, donc être des prestataires qui pourraient être référencés sur notre plateforme, ou bien si vous êtes référent handicap, pourquoi pas, et que vous cherchez des solutions et que Tangata Emploi pourrait être la solution qui vous aide soit à démarrer, soit à accélérer. Merci beaucoup Sophie. Merci. Le stand pour information est juste là. Voilà, donc si vous le cherchez. Pour ce dernier pitch du segment et avant-dernier de notre session, malheureusement, je vais vous poser une question. Je vous invite à y répondre à main levée si c'est le cas, main baissée si ce n'est pas le cas, vous connaissez le principe. Qui a déjà déménagé ici? Très bien, donc on est sur un ratio plutôt élevé. Maintenant, je vais m'adresser plutôt aux jeunes. Qui a déjà galéré à trouver des cartons? Voilà. Donc on est plutôt d'accord sur une thématique globale. Donc maintenant, je vais appeler Johanna de Carton Plein qui va venir nous présenter sa structure et sa solution pour répondre à ce problème. Et j'espère fortement qu'elle est là parce que sinon ça tombe à l'eau.
Eh bien, Johanna, si tu es présente dans l'habitacle du forum, c'est le moment. C'est pas grave, mais en tout cas, je vous invite à découvrir Carton Plein qui vous propose une super solution de réemploi de carton et surtout d'insertion pour les personnes éloignées de l'emploi. Voilà, donc j'ai pitché en 3 secondes. On va continuer et Geoffrey, je vais t'inviter à me rejoindre. Ça, c'était pour les clés de l'engagement. Vous avez maintenant plusieurs outils qui vont vous permettre de vous engager plus, vous ou votre organisation. Et maintenant, je vais vous inviter avec Geoffrey. Geoffrey va vous présenter. Ah, merci de prendre ce siège qui est invité depuis tout à l'heure. Il va nous présenter 12 France, donc un film documentaire qui va faire bouger nos territoires. Geoffrey, je te laisse présenter. Alors, bonjour, je suis très content d'être ici et on voit toutes ces initiatives florissantes, ça fait du bien, on en a besoin. Alors moi, je suis à la fois réalisateur de films documentaires, mais pas que. Je suis éducateur dans les quartiers populaires depuis un certain nombre d'années et aussi, donc j'ai été ouvrier agricole et agriculteur en maraîchage et en arboriculture. Et aussi animateur territorial, ce qui fait qu'en fait ça fait une palette assez transversale, j'ai envie de dire, qui se retrouve dans les films le film que vous allez voir. Alors on est dans un événement qui parle de la transition et je pense que la principale problématique, vous allez m'arrêter si je me trompe, c'est de sortir des milieux convaincus. Parce qu'ici autour de la table, je pense qu'on est tous entre milieux convaincus. Et la question c'est, vu l'urgence dont on est vraiment témoin, c'est comment changer d'échelle. Et en fait, notre conviction, justement, dans le travail qu'on fait avec le cinéma et avec les ateliers qu'on dispense dans les quartiers populaires et un peu partout, c'est justement d'aller à la rencontre des personnes dont on ne partage pas les valeurs. Et parce qu'en fait, on est persuadé qu'il n'y a que en se rassemblant, en se remettant tous autour de la table, qu'on va pouvoir changer les choses. Et donc, notre conviction, ma conviction en tant qu'éducateur et réalisateur, et aussi agriculteur, c'est que donc il faut dépasser ces frontières pour pouvoir se rencontrer. Et alors, du coup, j'ai ma petite anti-sèche. Donc, j'ai organisé en fait des ateliers dans le 93 et dans le 95, dans les quartiers populaires. Donc, on a rencontré à peu près 800 élèves, un peu plus même. Où on a fait des ateliers sur des réflexions sur l'environnement et surtout on leur a posé des questions sur un grand projet d'aménagement qui allait se faire à côté de chez eux. Comme il y en a un peu partout sur les territoires, en France, mais aussi dans tous les pays. Et donc on est allé voir des jeunes qui s'en fichent complètement de l'écologie, de l'agriculture, de l'alimentation, de la transition. Et donc on s'est rendu compte là également que le principal obstacle c'était justement l'entre-soi et du coup ils sont partis dans une enquête assez énorme qui dépasse juste leur quartier, qui a été nationale, qui les a emmenés jusqu'à l'Assemblée nationale. Ils ont rencontré des urbanistes, des agriculteurs, des directeurs de centres commerciaux, des élus et donc ils sont à la recherche de solutions pour le monde d'après dont on parle tant. Et donc on va vous montrer quelques extraits justement de ce film. Vous allez voir, c'est passionnant, mais c'est pas qu'un film d'atelier, on en parlera après. Vous allez voir qu'en quelques extraits, la plupart des gens peuvent s'identifier et c'est ce qu'on recherche justement dans tout ce qu'on est en train d'organiser autour du film, c'est que ça puisse être un outil au-delà du film de cinéma. On en parle tout de suite après. Enquête, on fait des cours pour que vous construisiez votre projet en tant que jeune génération vivant sur ce territoire. Oh, d'accord. Tu te rends compte de à quoi ça peut servir la Terre? Ouais, parce qu'en fait, quand t'as jamais vu un champ, c'est normal de te dire qu'on s'en fout de foutre un centre commercial dessus, j'imagine. Ouais. Franchement, moi personnellement, j'aime pas la nature. Donc, c'est vrai ouais. Après,
Je dis pas que c'est pas stylé, mais moi, c'est pas ce que j'aime personnellement. Ouais. Non, c'est bon, j'aime bien. Moi, j'aime. Ça passe. Le but de notre travail, c'est pas de passer le tracteur tout le temps ou quoi. Le but de notre travail, c'est de maintenir un sol. Quand vous voyez ça, vous êtes content? Ah mais je suis trop content parce que quand notre sol il est vivant, ça veut dire que pour faire pousser des épinards, on va pas être obligé de mettre des engrais, des pesticides, des trucs comme ça, mais le sol va de même nourrir ces épinards là. Donc ça veut dire que si par exemple sur le triangle de Gonesse on veut faire de l'agriculture bio, ça veut dire qu'on pourrait nourrir alors les alentours. En gros, si tu veux, ici on a 4 hectares, ça fait 4 terrains de foot. Voilà, il y en a plus. À Gonesse, il y en a 300. On a 3 personnes qui travaillent à temps plein, on pourrait en ajouter 1 ou 2. On nourrit 200 familles, ça fait 600 personnes qui mangent des légumes sains juste à côté, alors qu'on n'a que 4 hectares. Tu pourrais, si tu multiplies ce chiffre-là, tu crées quand même pas mal d'emplois, quoi. Son pain, il a l'air trop bon. Et c'est le consommateur qui fait le changement. Si le consommateur dit je veux plus de ça, il n'y en aura plus. On dit qu'on veut plus de ça. Je veux que tu fasses dans la banque et puis pour qu'on puisse travailler ensemble un jour. Une autre économie est possible. C'est la banque des coopératives, Des associations, des mutuelles. des PME, PMI. Pour moi, agir, c'est financer ce qui est utile, à condition de développer l'écologie, Le bio. les énergies renouvelables. Bon, vous voyez, il y a de quoi faire. Tu vois, c'est toujours de la finance, mais au service des gens. Moi, j'aimerais bien voir ça. Hein. Merci Geoffrey. Alors, je me permets de te poser quelques questions directement après cet extrait. Comme on vient de le voir, 12 France, c'est bien plus qu'un film puisque vous avez des événements dans toutes les régions. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, déjà une petite chose par rapport en fait au fond. Ce qu'on voit, et c'est notre conviction aussi, c'est que le changement, ça se passe pas avec des discours moralisateurs. Ça se passe avec du jeu, du ludique, du plaisir, du bonheur et de l'action. Très concrètement. Donc le but dans les outils d'éducation populaire qu'on destine à la fois aux collectivités, à tous les acteurs du territoire, c'est de l'action. On se sert du film pour pouvoir mettre en action les gens et être dans une aventure positive. Donc ça c'est une première chose pour pouvoir redonner une bouffée d'air, on a besoin en ce moment. Et donc de parler vraiment des solutions au cas par cas sur tous les territoires. Alors effectivement, on parlait aussi, j'ai entendu parler d'économie tout à l'heure. On le voit dans le film que le mot économie, il faut se le réapproprier. C'est pas un gros mot. Économie, ça veut dire prendre soin de la maison. Donc c'est assez intéressant au niveau de l'étymologie. C'est plutôt ce qu'on en fait. Et on le voit très bien ce que ça veut dire en fait autour de la banque et de la relation entre la mère et la fille. Donc voilà. Ça c'est un petit point sur le fond. Et donc pour vous dire que autour du film, effectivement, on a préparé des outils. Avec des extraits, avec un kit donc à destination des scolaires pour les lycées, pour les collèges, pour les universités aussi, qui sont à destination des formations et ancrées dans les programmes officiels, donc d'SVT, de géographie, de commerce. Il y a de MC aussi, toutes les filières aussi professionnelles. Et puis bien sûr l'agronomie, l'agriculture, l'alimentation, en fait, en gros, quand on parle de la transition ou qu'on parle de l'aménagement, ça concerne toutes les filières. Donc voilà, on a préparé cet outil pour les scolaires, mais c'est pas que ça. On a préparé aussi un outil pour les collectivités, pour les élus, pour les techniciens et pour les acteurs vraiment de l'aménagement.
Et donc tous ces outils-là, on est en train de les mettre en œuvre dans les différentes régions, puisque le film est sorti au niveau national. On organise cette animation territoriale avec notamment les chambres régionales d'économie sociale et solidaire, avec ESS France et avec tous les acteurs, encore une fois, comme on l'a dit au début, qui sont concernés directement par l'économie mainstream, par l'agriculture mainstream aussi, qui est majoritaire, parce qu'on pense que c'est là que ça se passe. Et c'est pas qu'un film d'atelier où on suit des jeunes, puisque ce qu'on voit justement dans tous les ateliers qu'on organise et les formations qu'on organise, c'est qu'en fait il y a une identification des adultes, des élus, des urbanistes, des aménageurs par rapport à l'aventure que les jeunes vivent. Parce qu'on part d'une aventure où ces jeunes ont grandi dans des centres commerciaux, entre guillemets, puisqu'on est dans le département où il y a le plus de surface commerciale par habitant. Et donc, on voit que les enjeux économiques, sociaux, écologiques se rejoignent vraiment bien dans tous ces outils qu'on met à disposition. Donc, on est en train de faire passer normalement un ordinateur sur lequel vous pouvez laisser vos coordonnées, justement pour recevoir tous ces outils et pour pouvoir faire partie de la dynamique. On a des demandes jusqu'à février ou mars l'année prochaine. Donc, on voit que sortir du confinement, il y a tout un emballement, justement pour préparer autrement, enfin en tout cas le monde d'après. Voilà, donc je suis là aussi avec ma collègue pour pouvoir répondre à vos questions après et voir effectivement comment on peut mobiliser les collectivités, les entreprises et tous les acteurs du territoire si vous êtes intéressés. Merci Geoffrey. Alors peut-être en 2 mots, désolé, je vous retire encore 5 minutes. J'avais quelques questions encore. Tu m'as parlé d'outils. Est-ce que tu peux m'en dire plus et surtout me dire pourquoi faire ces outils ? Alors ces outils, donc du coup comme je le disais, il y a l'outil pour les scolaires, l'outil pour les collectivités, l'outil pour les acteurs du territoire. Et donc ces outils-là, en fait, on reproduit exactement ce qu'on a fait avec les jeunes, c'est-à-dire qu'on fait des ateliers avec les acteurs des projets alimentaires territoriaux, par exemple, avec les élus en charge de l'urbanisme, avec les élus en charge du commerce, à l'échelon des agglomérations, des villes, des régions, des départements, mais aussi des ministères. On a de plus en plus de demandes dans d'autres pays également, au Canada, en Belgique, en Espagne, en Grèce. On voit qu'en fait, à travers le cinéma, il y a un vrai vecteur de changement et effectivement, on se déplace, puisque ça vous a pas échappé, je suis aussi animateur territorial et aussi donc animateur d'éducation populaire. Je me déplace pour faire des ateliers comme ça sur une journée, une demi-journée, voilà. Et donc c'est pour ça qu'on vous fait circuler le document pour que vous puissiez être dans la boucle de ces dynamiques régionales et nationales. Parfait, bah merci beaucoup Geoffrey. Merci à tous. C'est la fin de cette session sur l'engagement citoyen. On a vu beaucoup de choses ce matin, donc il y a énormément d'éléments. Il y a quelque chose qu'on n'a pas vu. Une chose qu'on n'a pas vue, c'est carton plein. Johanna est là. Malheureusement, on n'a pas le temps de faire ce pitch. Sauf si, Johanna, tu sais le faire en 1 minute. Bon, allez, challenge de ce matin. Et après, vraiment, promis, c'est la dernière. Et on enchaîne. Super, merci. Bonjour, je suis désolée pour le retard. J'étais persuadée que c'était à 13h. En 1 minute, simplement, sachez que Carton Plein, c'est une association de réinsertion sociale et professionnelle qui accompagne des personnes en situation de précarité vers l'emploi en les formant à des activités liées à la transition écologique. Voilà, donc on a 2 secteurs d'activité. On fait du tri et de la revalorisation de carton et des déménagements et des livraisons à vélo. Et on propose toutes ces prestations aux entreprises et aux Parisiens et Parisiennes. Et nous avons un stand à côté du crédit coopératif. On a des flyers, des petits autocollants. Voilà, donc on peut vous en parler plus longuement. N'hésitez pas à passer nous voir. Et voilà, encore désolée pour le retard. Pas de souci. Merci beaucoup, Johanna. Alors, merci à toutes et à tous d'avoir participé à cette session, d'avoir découvert avec nous les porteurs et porteuses de projets. Vous pouvez retrouver sur les différents sites internet des organisations qui sont passées pour la plupart du temps sur les slides. Vous pouvez les retrouver directement en ligne si vous voulez plus d'informations. Sinon, vous pouvez avoir plus d'informations directement auprès des pitchers qui étaient présents aujourd'hui, qui vont se balader dans la journée dans l'habitacle du forum. Donc n'hésitez pas. Et si vous voulez les retrouver, sinon passez par moi et je vous mettrai en contact avec plaisir. Donc merci à tous et j'espère que vous allez vous engager plus après cette session.
À très bientôt. Et n'hésitez pas à nous rejoindre aussi à 14h, vraiment ça n'arrête jamais, à 14h pour un atelier qui va nous permettre de réfléchir à comment est-ce qu'on mobilise et surtout comment est-ce qu'on structure les mouvements jeunes dans les différents pays pour faire en sorte qu'ils aient du poids. Et ça va être accompagné par des experts issus de différents pays. Donc n'hésitez pas à y participer, ça va être super intéressant et ça sera ici à 14h. À tout à l'heure.